période que rien ne pouvait laisser prévoir, ni la logique des institutions solides de la Ve République, ni la hauteur supposée du président de la France, ni la simple intelligence politique. Comme des millions de Français constatant le bourbier politique et même institutionnel dans lequel notre pays se trouve enlisé, j'éprouve en prenant la parole devant vous aujourd'hui des sentiments mêlés. Les dernières élections législatives ont donné à voir le pire de la politique dont nous croyions avoir été débarrassés depuis 1958. Arrangements, désistements, combines, rien ne nous a été épargné au cours de ces 3 derniers mois. La classe politicienne, regroupée dans une sorte de parti unique, a réussi à transformer la Ve République en 4e, une construction constitutionnelle solide en un régime chancelant et presque grotesque, à faire du président de la République, censément au-dessus des partis et des factions, d'abord le chef vibrionnant et partisan de la majorité, puis le chef discrédité d'une minorité en déroute. Mais plus grave, le seul objectif de cette coalition du vide et du cynisme ne fut pas de donner à la France un projet commun positif, mais de briser un élan démocratique qui se faisait jour, d'interdire l'alternance qui est pourtant la marque et la mesure de la bonne santé d'un système démocratique. Or, mes chers collègues, pendant ces 3 mois de pantalonnade, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et la situation de notre pays ne s'est pas améliorée par magie. Immigration et insécurité ont atteint des niveaux records, malgré un niveau de pression fiscale sans équivalent au monde. Nos services publics sont en état d'urgence et après 7 ans de quoi qu'il en coûte, qui ressemble de plus en plus à une vaste opération de falsification des comptes de l'État, nos finances publiques sont en crise. C'est avec amusement, j'avoue, que nous entendons se multiplier les appels à une bonne gestion des finances publiques. Admettez que nous demandions où étaient tous ces responsables lorsque nous déposions au printemps dernier une motion de censure pour dénoncer les mensonges sur l'état des finances publiques et que de LR à LFI, tous les groupes ont refusé de voter. Nous avions, sous les quolibets, souligné l'urgence de faire un audit précis des comptes publics. Manifestement, au vu des derniers chiffres émanant de Bercy, cette demande n'était pas superfétatoire. De tous côtés, le château de cartes édifié par Emmanuel Macron depuis 2017 vacille. Pour autant, par patriotisme, par égard pour nos compatriotes qui souffrent, par respect de nos institutions, et compte tenu de la tâche ingrate qui vous incombe en ces circonstances, de ramasser l'action publique que certains ont laissé choir, je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, le mouvement national n'entend pas entraîner le pays vers le chaos, vers cette politique du pire, qui est la pire des politiques. Voilà pourquoi le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance, aussi infime soit-elle, d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. Nous tiendrons strictement à cette feuille de route, sans excès ni manigance, sans surenchère ni arrogance, mais avec le souci pragmatique du bien commun et une volonté inflexible de préserver notre pays des terribles errements du passé dont il a aujourd'hui à subir les conséquences. J'ai entendu votre timide souhait de tourner la page de 7 ans de macronisme et du tristement célèbre « en même temps », devenu au fil du temps la devise de l'impuissance régalienne, de la course à l'abîme des comptes publics et des trahisons sociales. Mais il ne faudra pas pour cela vous contenter, comme aujourd'hui, de déclarations d'intention ou de diagnostics éculés assortis de quelques gadgets consultatifs. L'état de la France ne nous permet plus de tolérer les demi-mesures. Nous n'en avons tout simplement plus le temps. Chaque mois, chaque année d'inaction supplémentaire se payera par un effort plus dur à fournir pour vos successeurs et pour les générations futures. La première force parlementaire que nous formons sera donc à l'égard de votre gouvernement exigeante, c'est-à-dire attentive au respect des orientations politiques qui se sont dégagées du scrutin de juillet dernier, mais aussi soucieuse de la méthode. Certes, les uns et les autres, comme nous-mêmes, avons pu mesurer votre sens de la courtoisie, assez naturel, et le respect inné que vous portez aux personnes, y compris à vos adversaires.
C'est là une qualité qui vous honore et qui est d'autant plus appréciable qu'elle tente à se raréfier. Je veux dire ici, et de manière solennelle, à l'attention de chacun des ministres, comme de tout détenteur de l'autorité publique issu de ce gouvernement, nous entendons que les 11 millions de patriotes qui ont voté pour notre coalition d'union nationale soient respectés. Que cessent ces attaques inutiles et injustes qui procèdent tant du mépris de classe que de l'intolérance caractéristique des totalitarismes. Ces attitudes n'honorent pas, mais surtout ne servent pas le pays, son unité, ni son modèle démocratique. Ceci étant dit, ma première demande, Monsieur le Premier ministre, est simple. Faire preuve dans tous les domaines, et non pas seulement dans celui des finances, de volontarisme. Dans le souci non pas de concilier votre aile gauche, votre aile droite ou vos partenaires exigeants, bref, toutes ces périphrases qui vous permettraient de vous parer pour justifier l'inaction du respect de médiocres équilibres partisans, mais dans le but d'avoir un impact rapidement perceptible pour tous les Français. Or, en vous écoutant, j'entends des constats, mais tout de même bien peu de solutions. Face à la flambée de l'insécurité avec la multiplication des faits divers et la prolifération d'enclaves mafieuses où les forces de l'ordre ne vont plus, qu'allez-vous faire vraiment ? Face à nos déficits commerciaux records, avec une part de l'industrie inférieure à 10% du PIB, un autre de nos points communs avec la Grèce, qu'allez-vous faire vraiment ? Face à l'effondrement des services publics de santé et d'éducation en particulier, malgré une pression fiscale sans équivalent dans le monde, qu'allez-vous faire vraiment ? Face à l'explosion de l'immigration légale et illégale qui fragilise la cohésion nationale et contribue à la dégradation de nos comptes sociaux, dont vous n'avez encore quasiment rien dit d'autre que votre volonté de confier à l'Union européenne, qui en veut plus, la maîtrise de nos frontières et le soin d'installer les migrants dans nos campagnes. Qu'allez-vous faire de sérieux ? Face à l'affaissement continu du pouvoir d'achat des Français, dont vous, là encore, vous avez dit si peu, conséquence directe du déclassement de la France dans la compétition internationale, qu'allez-vous faire ? Face à la stagnation des salaires et à la smicardisation des travailleurs français pour lesquels nous avions fait des propositions durant la campagne présidentielle, qu'allez-vous faire ? En effet, ce n'est qu'à vos actes que nous vous jugerons. Et contrairement à d'autres, jamais sur la base de postures puériles. Avec 11 millions d'électeurs aux dernières élections, nous entendons plus que jamais être une force de construction et le plus tôt possible d'alternance. Ces suffrages qui font de notre mouvement la première force politique du pays ne sont pas notre propriété. Mais ils constituent en revanche un contrat moral qui nous lie à nos électeurs et que nous respecterons à la lettre. Ces 11 millions de suffrages, ce sont 11 millions d'espoirs, après 40 années de recul constant de la France dans tous les classements internationaux. Car cet effondrement, nos électeurs et une majorité de Français ne le fantasment pas. Ils le vivent dans leur chair. Lorsqu'ils cherchent à obtenir un rendez-vous avec un médecin, lorsqu'ils cherchent une école pour leurs enfants, lorsqu'ils cherchent un emploi digne et bien payé, lorsqu'ils cherchent un logement adapté à leurs besoins ou lorsqu'ils changent leurs habitudes face à l'insécurité qui règne dans nos villes et nos campagnes. Vous le savez, nous avons 3 priorités sur lesquelles s'exercera de manière accrue notre vigilance: le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité. Ce faisant, nous vous rendons service, puisque ces thèmes correspondent aux exigences des Français et sont de nature peut-être à vous rendre populaire. La France aussi y a intérêt, puisque ces urgences ont trop longtemps été négligées et qu'elles ne peuvent plus être différées. Permettez-moi donc de vous dire ici avec clarté les lignes rouges sur lesquelles notre groupe pourrait fonder demain une censure. La première d'entre elles, ce sera l'évolution de la pression fiscale déjà insupportable qui pèse sur les Français et en particulier sur les classes populaires et les classes moyennes. Toute hausse d'impôts sur les plus fortunés
que l'on parle d'entreprise ou de ménage, devrait être compensé par du pouvoir d'achat rendu à nos concitoyens modestes qui travaillent et ont vu leur reste à vivre fondre depuis 3 ans. Vous avez sur ce sujet, Monsieur le Premier ministre, une opportunité majeure, sans mandat électif à défendre, ni aujourd'hui ni demain. Vous pouvez faire preuve de courage en réalisant les économies qui, de la Cour des comptes aux différents rapports publics sur le sujet, sont identifiées depuis des années. D'ailleurs, publiée fin 2023, une étude américaine évalue à 4 points de PIB les pertes causées par la suradministration en France. Nous le répétons depuis des années, vous avez l'occasion de le faire. En un mot, débureaucratiser. À l'hôpital, suradministré depuis des années, dans le portefeuille territorial où intercommunalité et région entraînent gaspillage massif et perte d'efficacité, dans l'éducation nationale, alourdie par une bureaucratie surnuméraire et dépassée qui empêche les enseignants de faire leur travail. Au sein de l'État lui-même, où pullulent les agences, les comités, les organismes publics sans objet réel. Et soyez-en sûrs, nos députés seront dans cette mission non pas des obstacles, mais des soutiens si vous savez faire preuve de courage. Notre deuxième ligne rouge, ce serait l'absence du sursaut migratoire, sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Nous vous demandons, vous qui portiez un discours si ferme sur le sujet il y a quelques années, de remettre à l'agenda dès le premier trimestre 2025 une loi immigration restrictive, reprenant à minima les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Et puisqu'encore une fois, une tragique actualité a mis en lumière la question des OQTF et des laissez-passer consulaires, je vous suggère de mettre en place une règle simple. En l'absence de laissez-passer, 0 visa. Enfin, il est urgent de dénoncer les accords préférentiels, totalement injustifiés, qui nous lient à certains pays, à commencer par l'Algérie. Il n'y a même pas besoin pour cela de voter une loi. Ces mesures n'auront pas qu'un impact sur les flux migratoires. Elles auront également, vous le savez, des effets bénéfiques sur nos finances publiques et sur nos finances sociales en particulier. En effet, le nécessaire redressement des comptes ne devra en aucun cas être porté exclusivement par nos entreprises et nos ménages. Par ailleurs, nous vous demandons aussi, vous qui avez choisi en Monsieur Retailleau, un ministre de l'Intérieur adepte des envolées lyriques sur le rétablissement de l'ordre et dont les propositions ne sont pas sans me rappeler un certain programme présidentiel, d'engager un changement profond de notre doctrine pénale. Lancer la construction des places de prison qui nous manquent en mettant un terme à l'hypocrisie qui permet à l'État depuis des années de renvoyer la responsabilité de son inaction aux élus locaux. Le foncier public ne manque pas et vous le savez. Rétablissez les peines planchers et la double peine pour effacer d'un même geste la culture de l'excuse, le règne de la récidive et les tragédies suscitées chaque semaine par l'impunité dont bénéficient les criminels étrangers. Nous le devons aujourd'hui plus que jamais à Philippines, comme nous le devons aux dizaines de femmes assassinées l'an dernier par des étrangers sous OQTF. Enfin, notre troisième ligne rouge serait le refus de mettre en œuvre au plus tôt une réforme institutionnelle permettant de rendre justice aux nouveaux équilibres politiques du pays. Notre mouvement réclame depuis des années que soit instauré, comme chez tous nos voisins européens, un scrutin proportionnel. Par ces manœuvres peu reluisantes de juin-juillet, la classe politique a retiré au mode de scrutin majoritaire à 2 tours actuel le seul argument qui justifie abusivement son maintien, celui de dégager des majorités de gouvernement. Cette démonstration par l'exemple ouvre désormais obligatoirement la voie à la réforme du mode de scrutin et j'ai entendu votre engagement de vous atteler à cette réforme essentielle. Le nouveau mode de scrutin devra allier transparence, représentativité et capacité de dégager une majorité. Je pense évidemment au scrutin proportionnel à 1 tour avec une prime majoritaire. Voilà, Monsieur le Premier ministre, la réponse que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. L'heure tourne et la patience des Français face au petit théâtre des partis ne sera pas infinie.
Soyez donc l'acteur courageux, après ces 3 interminables mois de gabegie, du retour de la rationalité dans la vie politique nationale. L'heure tourne et des dizaines de millions de Français, fonctionnaires, artisans, chefs d'entreprise, employés, ouvriers, agriculteurs, ont les yeux tournés vers la représentation nationale. L'heure tourne, Monsieur le Premier ministre, et chaque seconde d'immobilisme se traduira par une aggravation du décrochage de la France, car les compteurs de la dette publique, de l'immigration, de l'insécurité, eux, continuent de s'égrener implacablement. Si je prends l'engagement, aujourd'hui, de ne jamais, à un seul instant, céder aux médiocres sirènes de la comédie des menaces de censure qui seraient fondées sur autre chose que l'observation impartiale de vos actes, c'est parce que c'est à vous et à vous seul qu'il appartient, par la juste prise en compte des mesures que je viens d'évoquer, de faire de cette période un temps de construction et de service autant que possible de l'intérêt général. Cet esprit d'ouverture ne doit pas s'interpréter comme un blanc-seing. Notre esprit républicain comme de la faiblesse, de l'irrésolution et encore moins une forme d'allégeance à un gouvernement que nous considérons plus de circonstance que de convenance. L'absence de direction gouvernementale signifierait mécaniquement pour notre pays et pour les Français une double servitude technocratique, française et surtout bruxelloise. Or, le pays a besoin de décisions politiques parfois fortes et exigeantes qui ne peuvent émaner que de politiques, pas d'administratifs aussi dévoués soient-ils, et surtout pas d'instances supranationales acquises à d'autres intérêts. Les Français ont d'ailleurs clairement exprimé leurs sentiments, Monsieur le Premier ministre, sur les dérives de l'Union européenne aux élections européennes de juin dernier, et manifestement, ils ont exigé une réorientation drastique de la construction européenne. Ne commettez pas la même erreur qu'en 2005, quand vous avez ignoré le vote des peuples. Le retour du politique que nous appelons de nos vœux, c'est aussi la condition nécessaire de la mise en œuvre de la volonté populaire. Il est la condition de la légitimité et donc de l'adhésion, de l'unité et donc de l'action. Il est la seule voie pour sortir notre pays des multiples crises graves qui le rongent, pour répondre aux graves défis que nous devons dès aujourd'hui collectivement relever. En attendant la grande alternance, nous resterons inlassablement les gardiens vigilants de l'intérêt de la France et des Français. Je vous remercie. La France est à un tournant. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un simple discours politique, mais le reflet d'un malaise profond qui traverse toute la nation. Derrière les mots, il y a une réalité que des millions de citoyens ressentent chaque jour, une perte de contrôle, une inquiétude grandissante, et surtout une attente immense de changement. Face à Emmanuel Macron et à ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, la question n'est plus de savoir si des réformes sont nécessaires, mais si elles arriveront à temps. Car chaque jour qui passe sans action concrète creuse davantage le fossé entre le peuple et ceux qui gouvernent. Mais l'histoire nous l'a montré, rien n'est jamais figé. Les périodes de crise sont aussi des moments de bascule, où tout peut changer. Et aujourd'hui, plus que jamais, les Français observent, jugent, et se préparent à décider de l'avenir qu'ils veulent pour leur pays. Ce message, qu'on l'approuve ou qu'on le rejette, marque un point de rupture. Il pose des questions essentielles sur la direction prise par la France, sur ses priorités, et sur la capacité de ses dirigeants à répondre aux défis réels. Alors, une chose est certaine, le débat ne fait que commencer. Et ce qui se jouera dans les semaines et les mois à venir pourrait redéfinir durablement le paysage politique français. Restez attentifs, car la suite pourrait être encore plus déterminante.